Merci. Donc, Mesdames, Messieurs, nous demandons votre attention. Donc, l'objet de cette séance de discussion, c'est de venir en complément à tout ce qui a été présenté ce matin. Je pense que ce matin, nous avons eu droit à toute la théorie. C'est quoi le travail non rémunéré? Comment on analyse le travail non rémunéré? Quel est le contexte du Sénégal? Là, on va essayer de vivre le vécu du quotidien. Comment c'est opérationnalisé sur le terrain? Donc, nous n'aurons pas des présentations PowerPoint, mais on va avoir des témoignages et aussi des discussions sur quelles sont les réponses qui ont été apportées sur le terrain pour nous permettre d'avoir une esquisse de feuille de route. Là, on ne peut pas pratiquement faire une feuille de route, mais on va sortir des réponses qui vont nous permettre d'analyser la suite et de voir qu'est-ce qui est vécu sur le terrain et quelles sont les réponses qui sont apportées par les différents acteurs qui sont ensemble. Là, je me présente d'abord. Donc, moi, c'est Diana Bawan Ndiaye. Je suis coordonnatrice nationale du Bureau Pays ONU Femmes Sénégal. Je suis avec Madame Ndeye Gaye, vice-présidente de REFAM. C'est une femme entrepreneur, comme a dit tout à l'heure le directeur de l'ARD. Ce sont les femmes rurales actives dans l'agriculture, mais des femmes chefs d'entreprise. On va découvrir tout à l'heure qui est Madame Ndeye Gaye, qui est vice-présidente du réseau des femmes agricultrices du Nord et en même temps adjointe au maire de Ross Béthio. Pour vous dire que toutes ces femmes actives dans les organisations féminines se retrouvent finalement dans les conseils municipaux et je pense que ça c'est assez important. Je suis avec Madame Penda Diagne Ndongo qui représente le service régional de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Elle va nous dire aussi quelles sont les réponses qui sont apportées par son agence. Nous avons M. Babacar Diouf, aussi qui est au service régional de l'Agence de la couverture maladie universelle. Et M. Mamadou Diop, à l'Agence régionale de développement. Vous avez vu tout à l'heure le directeur de l'Agence régionale de développement qui nous a fait une présentation sur toutes les réponses et comment on a intégré cette histoire de travail non rémunéré dans les plans locaux de développement. Donc, Mamadou Diop va nous apporter aussi une expérience des réponses qui sont données au niveau local. Donc, si vous voyez bien, les 4 premiers participants de ce panel, ce sont les personnalités qui mettent en œuvre de manière opérationnelle tout ce que nous sommes en train de vivre par rapport au travail non rémunéré sur le terrain. Et enfin, nous avons le docteur Flaubert Mbiekom, qui est spécialiste du programme principal économie durable et inclusive au CRDI. Lui aussi, compte tenu de tous les témoignages qu'on aura tout à l'heure, il va nous dire quelle est la vision de la recherche et quelles sont les recommandations qui seront données. Donc là, comme on a dit, on va essayer d'être très pratique pour apporter des éléments de réponse. Je pense que toute la théorie a été faite. Je vais être un peu provocatrice pour dire que, comme on a dit, au Sénégal, les femmes consacrent près de 40 heures par semaine aux soins non rémunérés, contre 5 heures pour les hommes. Donc, ça veut dire que ce sont les femmes qui font la majorité du travail, qui s'occupent des enfants, qui nourrissent la famille, qui s'occupent des malades, qui s'occupent des belles familles, qui s'occupent des personnes âgées, etc. et tout. Mais en même temps, ce sont des femmes agricultrices, ou bien des femmes éleveurs, ou bien femmes marieuses et femmes pêcheurs. On va demander un exemple d'une femme agricultrice. Madame Ndeye Gaye, faites-nous une description très succincte de la journée de travail d'une femme agricultrice pour nous permettre de concrètement voir tout ce qu'on est en train de dire sur travail non rémunéré, etc. C'est quoi? Concrètement, quelle est la journée de travail d'une femme agricultrice? Merci, madame. Merci, madame Dieynaba. Bonjour à tout le monde et je remercie très bien les exposants qui ont déjà passé. Pour une journée de travail non rémunérée pour une femme agricultrice, ça démarre de 7 heures du matin pour gérer les enfants, les travaux domestiques, préparer les restaurations avant de quitter le village pour se rendre au champ. Donc, toute la journée, les femmes rurales sont occupées de 7 heures du matin
jusqu'à 18h, 19h. Parce que nous sommes impliqués sur toute la chaîne de travail de la journée, de la maison jusqu'au champ de production. Donc, on prend 10 heures de temps parce qu'on se lève les premières et on se couche les dernières. Donc, nous n'avons même pas le temps de nous reposer et de faire quelques recherches sur les activités pour améliorer nos conditions de vie. Donc, on est très surchargé, mais on prend toutes nos disponibilités pour pouvoir planifier et gérer toutes les activités pour que ça se déroule comme ça se doit toute la journée. Donc, je suis productrice de riz. J'exploite en contre-saison chaude une 30aine d'hectares et je gère ma maison, mes petits-fils et je pars au champ pour pouvoir faire des activités génératrices de revenus pour créer une entreprise familiale qui me permet de prendre en charge toutes les dépenses qui se posent sur l'éducation, sur la santé de ma famille. Donc, je remercie ONUFAM, 3R qui ont pris toutes les devants pour pouvoir assister, accompagner, aider les femmes pour qu'on puisse aller de l'avant. Madame Ndeye, je vais aller en profondeur sur la question. Merci beaucoup. Je pense que vous voyez que c'est une vraie femme chef d'entreprise. Exploiter 30 hectares, ce n'est pas simple. Hein? Donc, quand on parle de l'accès au foncier, il y a des femmes qui ont la terre, mais il y en a d'autres. Mais Madame Ndeye, pour aller plus loin, vous êtes femme entrepreneur, peut-être que vous avez des sourdas, vous avez une domestique qui travaille à la maison. Mais donne-nous l'exemple d'une femme dans le GIE de Ross Béthio qui a à peu près 40 ans et qui est productrice, qui n'a pas de domestique chez elle et qui fait de la production et de l'élevage. Quelles sont les charges de travail domestique qui reviennent à ces femmes de 30, 40, 45 ans? Merci. Oui, je vais vous donner un exemple d'une femme productrice et éleveur. Elle s'appelle Maïrem Diallo, âgée de 45 ans, membre de REFAN, qui exploite une dizaine d'hectares et qui a aussi son petit élevage et ses enfants. Elle se lève le matin, c'est un peu loin du village. Elle fait presque 5 km pour relier la route nationale. Et le soir, elle retourne à la maison pour alimenter ses bétails. Mais elle n'a pas de femme domestique. Presque dans le Wallon, on ne trouve plus de domestique. Parce que tout le monde est branché sur le développement, l'agriculture et l'élevage. Donc, on est très pris. Notre temps est très réduit. Donc, le matin, elle se lève à 6 heures. Quittant son village, elle fait 5 km. Pour aller au champ, nous avons un grand périmètre de 280 hectares qui a été affecté au groupement des femmes de Ross Béthio, Union des femmes productrices. Donc, elle fait 11 km de route pour arriver au champ. Donc, elle est obligée de rester au champ de 8 heures jusqu'à 16 heures du soir. 16 heures du soir, elle retourne à la maison pour gérer la famille, les enfants et son petit élevage. Donc, elle est très occupée et elle fait tout pour gérer son temps et travailler sans relâche. Merci. Sur le problème de l'accès à la terre, je vais appuyer l'autre qui parlait de pourcentage de 15%. Il faut revoir le pourcentage parce que nous avons de jeunes filles qui viennent d'émerger et qui veulent se lancer sur la production. Donc, il faut qu'on fasse des plaidoyers pour l'accès, au moins une 30% doit être affecté aux femmes.
J'espère que le ministère de l'Agriculture est présent pour entendre ce plaidoyer. Merci, Madame Daïgué. Je pense que ce qu'elle vient de nous décrire, c'est une femme qui est agricultrice, éleveur, qui est en âge de procréer, comme on le dit, et normalement qui a des enfants, qui a la charge de la famille. Et cette femme-là, si elle a des contraintes de laisser sa famille pendant plus de 8 heures de temps en dehors du village, ça aussi, c'est des problèmes et des risques, n'est-ce pas? On va demander à Madame Penda Diagne Ndongo quelle est la réponse qui peut être apportée à cette femme qui a des enfants et qui est obligée aussi d'aller au champ pour faire de l'agriculture. C'est Penda Diagne Ndongo, éducatrice en fonction à la coordination régionale de la petite enfance et de la case des tout-petits de Saint-Louis. Donc, nous sommes là pour les structures DIPE, développement intégré de la petite enfance, qui vient en aide aux femmes dans leur projet. Donc, je vais vous parler un peu des structures pour la région du Nord. Nous avons 251 structures de développement intégré de la petite enfance, dont 81 écoles maternelles, 55 cases des tout-petits, 15 centres d'éveil communautaire, 22 classes préscolaires pour les enfants de 5 ans et 10 classes préscolaires dans l'élémentaire et 68 garderies privées. Donc, on prend en charge aussi les garderies privées parce que les enfants n'ont pas demandé à aller dans le privé. Pour ces structures, nous avons un certain nombre de paquets de services divisés en plusieurs volets. Volet éducation, nous avons activités d'éveil et de stimulation précoce, les activités langagières, activités aux valeurs morales et culturelles. Nous avons aussi volet nutrition, éducation nutritionnelle, en collaboration avec les conseillères familiales qui font des démonstrations culinaires, dépistage de la malnutrition et prise en charge de la malnutrition, supplémentation en vitamine A et déparasitage en compagnie des infirmiers chefs de poste. Nous avons aussi volet protection, orientation des parents vers l'état civil, l'aide à la gestion du stress des situations difficiles, les contraintes. Pour les contraintes, nous avons le nombre de structures est insuffisant par rapport à la demande. Abri provisoire, maison empruntée, structures pas conformes aux normes. Des ressources sont limitées. Des comités de gestion qui n'existent pas ou qui sont peu fonctionnels. Pour les recommandations, construction des garderies et des crèches communautaires fonctionnelles aux normes, surtout pour les femmes du monde rural. Mettre en place des greniers communautaires pour pallier la raréfaction des ressources. Impliquer aussi la communauté en mettant en place des comités de gestion fonctionnels permettant ainsi une prise en charge multi-acteurs, État avec le ministre de l'Éducation nationale, l'agence de la case des tout-petits, les collectivités territoriales, le service technique, les partenaires techniques et financiers, pour réduire le temps de travail des femmes, surtout en monde rural. Nous remercions aussi ONIFAM, projet 3R, qui ont réhabilité et équipé quelques structures de la petite enfance dans la région du Nord. Merci. Donc, je pense que nous commençons à avoir une ébauche de solutions sur la garde des enfants. Comme on a dit que dans le calendrier de la femme en âge de procréer, la garde des enfants constitue un aspect assez important. Donc, Madame Dong nous a parlé des différents services qui sont donnés en termes d'éducation, nutrition et de protection, surtout sur l'état civil. Mais un aspect de la feuille de route, c'est de faire une analyse profonde des besoins de ces femmes. Et aussi, elle dit qu'il faudrait avoir des greniers communautaires, de la concertation communautaire et augmenter les infrastructures. Donc, ça veut dire que, Madame Dong, il y a une insuffisance. Est-ce que vous êtes dans les coins les plus reculés? Est-ce que c'est au niveau village que ces cases sont installées, au niveau départemental ou bien au niveau commun? C'est à quel niveau ces cases sont installées? Ces cases sont partout dans la région du Nord, en zone urbaine comme en zone rurale. Mais la demande est plus forte en zone rurale parce qu'il y a beaucoup de femmes
qui n'ont pas de lieu sûr pour amener leurs enfants. Et pour pouvoir travailler avec l'esprit tranquille, il faut un endroit sûr où on peut mettre les enfants. Ils sont bien surveillés avec les cantines scolaires. Ils vont bien manger et se reposer. Donc, ça veut dire qu'on retient que l'offre est insuffisante par rapport à la demande. Et un aspect que nous pouvons retenir, c'est qu'il faut aller au niveau des points les plus reculés pour satisfaire cette demande. Merci beaucoup, Madame Ndongo. Il y a une autre réponse aussi par rapport à la santé et par rapport à la protection. Je pense qu'il y a l'agence de couverture de maladies universelles qui est là aussi, Madame M. Babacar Diouf. On va lui donner la parole pour nous expliquer exactement quelle est la réponse de cette agence par rapport à la surcharge de travail des femmes. Merci, Madame Ndiaye. D'abord, vous me permettrez de rendre un vibrant hommage et une reconnaissance à l'endroit de notre éminent professeur, M. Ablaye Diagne, qui, si on est là aujourd'hui, il a participé à notre réussite en matière d'éducation, mais aussi à nos aînés de l'université, de la FASEG. Il y a les docteurs qui sont là et qui ont fait la même formation que nous. Madame Diagne, je vais juste axer la communication sur 3 points. Le premier point, c'est pourquoi une couverture contre le risque financier lié à la santé, qui est important, parce qu'on parle d'autonomisation de la femme. Le deuxième point, c'est sur quelle est la méthodologie à mettre en œuvre pour permettre à ces femmes de pouvoir avoir une couverture sanitaire, pouvoir accéder à des soins de qualité à tout moment, mais à moindre coût, en même temps qu'avec leur famille. Le troisième point, c'est quel est le réceptacle, quelles sont les infrastructures qui sont mises sur place pour pouvoir absorber ce besoin des femmes en couverture maladie universelle. Si je reviens au premier point, on ne peut pas parler d'autonomisation des femmes sans parler de la santé, de la femme en elle-même, mais aussi de sa famille. Parce que la couverture contre le risque financier lié à la santé a 2 avantages que je vais citer, à plusieurs avantages, mais je vais en citer 2. Le premier avantage, c'est la lutte contre les dépenses catastrophiques liées à la santé. Si on parle de dépenses catastrophiques, on parle de femmes productrices aujourd'hui. Je donne un exemple. Madame la vice-présidente l'a dit, tu peux aller sur le champ pour faire un travail urgent. Et qu'on t'appelle pour te dire que l'enfant qui est à la maison, elle est malade. Ou bien elle a eu un choc, ou bien elle a quelque chose. Tu es obligé de laisser le champ pour retourner voir l'enfant ou pour retourner voir le malade qui est à la maison. Comment tu peux faire pour subvenir à ses besoins en matière de santé? L'autre chose, ça permet la prise en charge précoce de la pathologie, de la maladie. Et nous, tous les médecins savent que la prise en charge précoce de la maladie réduit à 60% la gravité de la maladie. Et de cela, ça rime directement vers la stabilité socio-économique de la femme au niveau de la famille. Et une femme ne peut pas être autonome tant qu'elle n'a pas cette stabilité socio-économique. Le deuxième point, c'est quelle est la méthodologie à mettre en place? Je pense qu'au niveau, il y a beaucoup de méthodologies et de mécanismes d'adhésion des personnes au niveau des mutuelles de santé. Nous, on a commencé à travailler avec l'ARD de Saint-Louis, avec qui on a fait beaucoup de séances de travail, et des femmes de Réfane. Comment on peut faire pour les aider à être enrôlées dans les mutuelles de santé et à avoir une couverture sanitaire? Et la méthodologie qu'on a prévue, c'est d'avoir le mécanisme d'adhésion de groupe. Le mécanisme d'adhésion de groupe, ça permet aux femmes, d'une part, de pouvoir renforcer la cohésion sociale à travers leur groupement, parce qu'il y a la caution solidaire qui va fonctionner. Aujourd'hui, toute femme qui sera dans ce groupement ne voudra pas rester en rade s'il y a une autre femme qui bénéficie de la prise en charge sanitaire à moyen coût. L'autre chose, c'est de faciliter la collecte des cotisations de ces femmes, de tous les membres des groupements. Et ça a deux avantages. De un, pour le groupement, parce que ça les permettrait aujourd'hui de pouvoir trouver des mécanismes revolving, comme on peut le dire, mais on va y revenir. Et l'autre chose aussi, ça permet aux structures réceptacles qui vont accueillir les femmes de gagner en gain de temps
dans le cadre de la collecte des cotisations. L'autre chose, c'est de pérenniser la prise en charge de ces femmes. Très souvent, on parle d'enrôlement, mais ça ne sert à rien que la personne soit enrôlée une seule année. L'année prochaine, elle n'est pas accompagnée parce qu'on ne l'a pas appris comment elle fait pour pouvoir se prendre en charge. Et elle est laissée en rade parce qu'elle n'a pas les moyens et elle n'a pas quelqu'un d'autre qui pourrait l'accompagner pour pouvoir être enrôlée dans les mutuelles et avoir une prise en charge. Favoriser les modalités incitatives parce que si c'est une adhésion de groupe, il y a beaucoup plus de facilité que si c'est une adhésion individuelle ou une adhésion familiale. Par exemple, si aujourd'hui, on prend l'exemple de Refan qui a à peu près 16 000 membres, c'est un coût d'opportunité que la structure d'accueil aura à faire. Parce qu'aujourd'hui, la structure d'accueil pourrait renoncer peut-être à des droits d'adhésion de 1 000 francs par personne pour gagner 3 500 par personne. Ou bien pouvait renoncer à une partie de ces droits d'adhésion qu'on appelle les fonds mutualistes, qui chargent à la charge au sorte de fonctionnement pour pouvoir acquérir le maximum de nombre d'adhérents qui constituent la loi même de la mutualité, qui est la loi du grand nombre. L'autre chose, c'est la prise en compte de la dimension genre. J'ai l'honneur d'avoir ma collègue, Rokhaya Badiane, qui est dans la salle, qui est la responsable de la cellule genre de l'Agence de la couverture maladie universelle. Je pense qu'on aura l'occasion d'apporter une certaine contribution par rapport à la dimension genre. Mais par transition, on voit que si la méthodologie est mise sur place, s'il y a le besoin qui est exprimé et qu'il n'y ait pas le réceptacle au niveau opérationnel, ça cause problème. Parce que si aujourd'hui on devait demander aux femmes de Refan d'aller adhérer aux mutuelles de santé qui sont à Dakar ou d'aller adhérer aux mutuelles de santé qui sont à Matam ou à Bakel, ça causerait un surplus de travail et on est en train de vouloir réduire le travail non rémunéré de ces femmes. Donc c'est dans ce cadre qu'on a mis sur place un dispositif opérationnel très fonctionnel au niveau de la région. Au départ, on parlait des paramètres d'ECAM, décentralisation de l'assurance maladie à travers les mutuelles de santé communautaires. C'était une mutuelle, une commune au moins. Maintenant, après l'évaluation, on a compris qu'il y a eu quelques failles par rapport à la gestion, par rapport à la gouvernance, mais par rapport au fonctionnement de ces mutuelles pour pouvoir absorber les besoins des femmes. C'est dans ce sens qu'avec la réforme qui est initiée au niveau de la direction générale, on a mis sur place au niveau de la région, dans chaque département, une mutuelle départementale professionnelle. La mutuelle départementale professionnelle sera gérée par des gens compétents, une équipe technique compétente qui sera coiffée par des administrateurs et des antennes au niveau communal qui permettraient la collecte des cotisations au niveau communal et mettre à la disposition de l'équipe technique qui va vraiment faire une gestion professionnelle et permettre à ces femmes-là d'avoir accès à des soins de qualité au moment, tant qu'ils auront besoin. Mais au-delà de ces mutuelles départementales, il y a la disponibilité d'un personnel compétent, je l'ai dit tantôt, mais il y a aussi la portabilité régionale de l'assurance maladie. Si on dit portabilité régionale de l'assurance maladie, dans le premier concept, quelqu'un qui a été adhéré à Ross Béthio, qui vient à Saint-Louis et qui tombe malade et qui n'avait pas et que Ross Béthio n'avait pas conventionné avec l'esprit de Saint-Louis, n'avait pas la possibilité de pouvoir se soigner avec sa carte mutuelle au niveau de Saint-Louis. Maintenant, avec la portable régionale de l'assurance maladie, partout où la femme puisse se déplacer dans la région, qu'elle soit de Ross Béthio, qu'elle soit de Podor, qu'elle soit de Dagana, qu'elle soit de partout de la région, elle a la possibilité de se soigner là où elle veut. Parce qu'il y aura une carte individuelle qui va la suivre partout où elle ira. Et à tout moment qu'elle aura besoin de se faire soigner, même si elle n'a pas l'argent avec elle, elle a la possibilité de garantir la carte au niveau des prestataires avec qui les structures vont signer des conventions et se faire soigner. Et elle a 72 heures pour venir récupérer sa carte et payer ce qu'elle a à payer par rapport à la prise en charge. Il y a un paquet incitatif qui est là, de 80% de prise en charge au niveau des structures hospitalières publiques. Et on est en train de travailler sur l'élargissement au niveau des structures privées. De telle sorte que si la personne n'a pas la possibilité, ne veut pas aller, parce que c'est ton choix, la personne est libre d'aller où elle veut pour se faire soigner. Si elle ne juge pas nécessaire d'aller au niveau des structures publiques, elle a la possibilité d'aller dans une structure privée et se faire soigner dans les mêmes conditions ou des conditions meilleures que ce qu'elle peut avoir au niveau des structures publiques. Il y a aussi l'offre de soins qui est disponible. Actuellement, au niveau de la région de Saint-Louis, il y a 5 districts qui sont fonctionnels avec des postes de santé partout dans les villages. Et ça permettrait à ces dames, au lieu de se déplacer pour aller dans les chefs-lieux de communes ou dans les chefs-lieux de région ou de département, elles auront la possibilité d'aller se soigner au niveau communal, au niveau des postes de santé, des cases de santé et en respectant la pyramide sanitaire.
Mais le plus important aujourd'hui, c'est la digitalisation du système assurantiel. On a mis sur place une plateforme à travers la direction du système FM de l'agence, une plateforme nommée Sigisemu. La plateforme, c'est une plateforme compacte mais intégrée, avec beaucoup de compartiments. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que la population pourra aujourd'hui éviter, je donne juste un exemple, quelqu'un qui est de Ross Béthio, qui habite dans un village de Ross Béthio qui est à 3 km de Ross Béthio, qui devait aujourd'hui aller se faire soigner au niveau du poste de santé ou du centre de santé Richard, elle serait obligée d'aller au niveau de la mutuelle, récupérer une lettre de garantie ou un bon de commande, rejoindre encore l'hôpital, ça fait encore une perte de temps et ça fait une charge supplémentaire dans le travail. Actuellement, avec le système de digitalisation, la dame a la possibilité d'avoir son coupon de garantie derrière sa carte individuelle et partout où elle pourra partir pour se soigner, elle a sa carte individuelle, elle a son coupon de garantie, elle n'a pas besoin d'aller chercher une lettre de garantie. Donc, ça devient automatique. En plus, par rapport à la facilitation sur la collecte de cotisation, il y a ce qu'on appelle le SUNUSEMI. Le SUNUSEMI qui permet à la personne, partout où elle se situe dans le monde, de pouvoir cotiser avec la personne qu'elle veut au moment où, en citant son nom, en donnant son numéro de contact, et automatiquement, la mutuelle va recevoir à travers le GESTAM le signal que la personne telle a été enrôlée par telle ou telle, et pour quelle période ou pour telle. La personne sera appelée pour venir être enrôlée effectivement et la personne, la marraine qui a fait enrôler la personne, verra son téléphone automatiquement à travers le SAMASEMU que la personne qu'elle avait demandé à ce qu'elle est effectivement enrôlée doit pouvoir commencer à prendre en charge, à être prise en charge au niveau des structures de santé. En résumé, Madame Ndiaye, c'est ça qu'on voulait vraiment apporter en termes de solutions au niveau opérationnel. Peut-être Dr Rokhaya Badiane pourra revenir sur la dimension genre par rapport à la prise en charge des femmes de REFAN. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Je pense qu'on a eu droit à des informations qui peuvent nous soulager un peu. Je pense, comme on l'a dit, la femme s'occupe de sa santé, de la santé des enfants et de la santé de la famille. Donc, s'il y a possibilité d'assurer cette couverture de manière très opérationnelle et décentralisée, ça permet d'apporter des éléments de réponse. Juste, Monsieur Diouf, juste une dernière question, c'est de voir l'accessibilité. Vous avez bien présenté les services et je pense que c'est assez louable le fait d'avoir la possibilité de se prendre en charge, même dans toutes les structures de la région. Ça. Maintenant, en termes de coûts, parce que comme on dit, hein, les femmes aussi ont des contraintes financières et tout. Est-ce qu'en termes de coûts, les services peuvent permettre à une femme, on prend toujours l'exemple de notre femme que nous avons pris tout à l'heure, une femme en âge de procréer, qui a des enfants, qui a de la belle famille, qui a son mari, etc. Est-ce qu'il y a un coût moyen qui permet à la femme de prendre en charge cette santé de la famille? Merci, Madame Ndiaye. Comme vous l'avez dit, d'habitude, dans le mécanisme de marketing social, on met en avant les avantages que la personne peut avoir par rapport au produit avant de parler de coût. Parce que si on démarre avec le coût, peut-être l'écoute que la femme aura sera moindre par rapport aux avantages qu'elle peut en gagner. Mais par rapport au coût, c'est évident que la santé a un coût. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc, ce qui est important avec la mise en place des mutuelles de santé, c'est que la femme va gagner en termes de temps, mais elle va aussi gagner en termes de coût. Aujourd'hui, on te dit, pour toute l'année, vous cotisez 3 500 pour toute l'année, 3 500 une seule fois dans l'année. Et par rapport à ces 3 500, tu peux te faire prendre en charge partout où vous voulez dans la région, et quelle que soit la périodicité et quelle soit la fréquentation au niveau de l'hôpital. Donc, il n'y a pas de restructuration, il n'y a pas de restriction du moins. Il suffit que la femme cotise 3 500, elle a un délai d'observation de 2 mois, et à la fin de ce mois, elle pourra se faire soigner partout où elle voudra, à hauteur de 80% de prise en charge au niveau des structures publiques. Et par rapport aux pharmacies officines, elle a un avantage d'avoir 50% de prise en charge par la mutuelle à travers les 3 500 qu'elle a cotisés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les 3 500 ne concernent pas la famille toute entière. Ça concerne personne par personne.
c'est que chaque personne doit cotiser 3 500 par an pour avoir cette prise en charge au niveau de toutes les structures publiques de santé. Maintenant, par rapport à l'adhésion de groupe, je l'ai dit sur les modalités incitatives, il y a des possibilités. On l'a vu ailleurs, on l'a expérimenté. Il y a des possibilités qu'il y ait des réductions de cette cotisation en fonction du nombre de personnes qui viennent adhérer à la mutuelle. Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la lutte contre la sélection adverse. J'ai l'habitude de dire, on a nos parents Paul et Diola qui d'habitude attendent jusqu'à tomber malade ou avoir un rendez-vous à l'hôpital pour une opération ou pour un scanner. Ils viennent adhérer à la mutuelle pour 3 500. Ils vont faire une opération de 200 000 à 300 000 francs qui va plomber les fonds de la mutuelle. Et ça ne fait pas fonctionner la mutuelle, ça ne peut pas être pérenne. Maintenant, par rapport aux modalités incitatives, pour vraiment contrecarrer cette sélection adverse, si la personne vient avec, le groupe vient avec 100 personnes, 150 personnes, la mutuelle peut voir par rapport à ses moyens financiers de renoncer à une partie de ses cotisations qu'elle va subventionner. Parce que il faut comprendre que la cotisation annuelle par personne, c'est 7 000 francs par an. La personne contribue à hauteur de 3 500 et l'État vient en appoint avec la subvention à 3 500 qui complète les 7 500. Mais quoi qu'il puisse arriver, toutes choses étant égales par ailleurs, si la personne cotise 3 500, qu'elle cotise 1 000 francs, qu'elle cotise 3 000, qu'elle cotise 2 000 francs, les 3 500 de l'État seront intacts parce que c'est une contribution pour le complément de l'action. Maintenant, si la mutuelle a la possibilité de renoncer à 1 000 francs ou à 500 francs ou à 200 francs par rapport à la cotisation de la personne pour l'accompagner, elle a la possibilité de faire. Et on est dans ce travail, on est en train de travailler avec les mutuelles de la région pour voir avec les femmes de REFAN comment on peut faire pour mettre en avant les modalités incitatives et les facilités qui permettraient à ces femmes de pouvoir adhérer à des mutuelles de santé. Merci beaucoup. Merci. Je pense que l'information est assez importante parce qu'en termes de coûts aussi, si on voit bien, on peut voir une moyenne de 10 personnes. D'une famille qui a une femme qui a en charge 10 personnes, ce serait 35 000 francs pour l'année et pour l'ensemble de la famille. Mais je pense que la recommandation, c'est d'accentuer la sensibilisation et l'information et aussi de promouvoir le mécanisme d'adhésion de groupe, comme vous avez dit. En plus, je l'ai oublié, il y a une facilitation qu'on peut faire par rapport à la périodicité de cotisation. On parle d'une cotisation annuelle. Comme vous avez donné l'exemple d'une femme qui a 10 personnes en charge, la femme a la possibilité de faire une cotisation étalée durant la période. Au lieu de donner les 35 000 d'un coup, elle peut donner la moitié, se faire soigner durant les 6 mois. En attendant que les 6 mois se terminent, elle complète sa cotisation. Mais plus, je pense que la recommandation serait qu'on essaie de travailler avec ONU Femmes, avec ARD et tous les partenaires, comment on peut faire pour permettre à ces femmes d'avoir une cotisation anticipée pour ne pas avoir de rupture par rapport à ça et d'alléger la cotisation. Je donne juste un exemple. Dans le système de l'autonomisation des femmes que j'ai eu l'expérience de faire avec l'ONG World Vision, on permettait aux femmes qui sollicitaient des crédits au niveau des IMF de faire ce qu'on appelle l'épargne obligatoire pour un cycle de 6 mois ou pour un cycle d'1 an. La femme apporte 10% du montant sollicité pour le crédit. À la fin du cycle, au lieu qu'on restitue l'argent à cette femme, peut-être qu'elle va aller utiliser dans les guettés, dans les réaux, tout ça, on permet à ces femmes de prendre les 10% là, de les orienter directement vers leur prise en charge sanitaire avec leur famille. Et ça permet à la femme de cotiser sans s'en rendre compte. Et les revenus qu'elle va générer à travers on avait ce qu'on appelle un cahier de gestion quotidien, que chaque jour, on lui demandait, si on calcule la cotisation annuelle pour la prise en charge sanitaire, on le désagrège en jours, on lui dit chaque jour, vous avez la possibilité d'épargner 25 francs pour qu'au bout de à la fin de votre cycle de prise en charge, que vous puissiez déposer cet argent directement au niveau de la mutuelle et ça vous facilite les mécanismes de cotisation. Merci beaucoup, M. Diouf. Je pense qu'on a eu droit à beaucoup d'opportunités. Donc, ça veut dire qu'il y a des réponses qui sont développées au niveau local et qui permettent aux femmes et aux familles d'assurer une anticipation, comme vous avez dit, sur la prise en charge de la santé de la famille. Mais on n'a pas seulement comme contrainte pour les femmes la santé. Je pense que depuis ce matin ou hier, on a vu on a dit qu'il y a beaucoup d'infrastructures à mettre en place
pour alléger le travail des femmes et aussi pour réduire la charge de travail non rémunérée. On va se tourner vers l'Agence régionale de développement. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, le directeur de l'ARD nous a montré comment intégrer cet aspect au niveau des politiques publiques locales, au niveau local décentralisé. Et donc, Mamadou Diop, quelles sont les réponses que vous avez dû voir sur l'amélioration des infrastructures sociales au niveau local pour alléger la charge de travail des femmes non rémunérées? Merci beaucoup, Madame Ndiaye. Donc, par rapport aux solutions transformatrices proposées donc, dans le cadre du projet 3R, donc ces solutions se sont un peu inspirées donc, de la planification locale qui est faite précédemment, intégrant donc, les dimensions transversales, notamment le genre. Donc, à travers donc, ces documents de planification, donc, il y a un plan d'investissement qui est élaboré. Et sur la base de ce plan d'investissement, il s'est agi donc dans le cadre du projet 3R d'engager des actions pilotes pour venir en appui aux efforts des collectivités territoriales dans la prise en charge des besoins donc, de leurs concitoyens. Et dans le cadre du projet, donc, les solutions donc, qui ont été apportées se structurent donc, autour donc, de la réhabilitation, donc l'amélioration de la fonctionnalité donc, des structures d'accueil et de garde des enfants, donc que ce soit les centres d'éveil communautaire, les crèches communautaires, cases des tout-petits, écoles maternelles. Donc, dans le cadre du projet 3R, donc, un certain nombre de structures, donc, qui se chiffrent à 14 structures donc, ont été réhabilitées, 14 structures donc, réparties au niveau de cette commune. Et 22 structures également ont été équipées. Parce que la remarque, c'était qu'au niveau de la plupart de ces structures, donc, il y avait un problème d'aménagement et de sous-équipement également qui se posait au niveau de ces structures. Et dans le cadre du projet, donc, il y a un accompagnement important donc, en termes d'investissement dans le cadre donc, de l'amélioration de la fonctionnalité de ces structures préscolaires. Et également, dire que l'accompagnement ne se limite pas à l'investissement. Donc, par la suite, il s'agira également d'accompagner les comités de gestion donc, à prendre soin à l'infrastructure, à accompagner également l'implication donc, des femmes au sein de ces structures de gestion donc, des structures préscolaires. Parce que, comme on le dit souvent, donc, la garde est un peu dédiée donc, à la femme. Il est important que la femme puisse être intégrée au niveau des dispositifs donc, de gestion de ces structures de petite enfance. Donc, notre solution donc, qui est un peu relative donc, aux équipements d'allègement domestique. Donc là, dans le cadre du projet, donc, il a été un peu question d'accompagner à l'équipement de deux plateformes de transformation multifonctionnelle, donc notamment au niveau de Ross Béthio, au niveau de Nyandan. Parce que l'idée ici, c'est de créer, donc, à côté du travail de soins non rémunérés, un travail rémunéré, donc pour permettre à ces femmes-là, si on arrive à capitaliser donc, un gain de temps, que ces femmes-là aient directement donc, un travail rémunéré donc, sur lequel elles pourront se tourner directement. Donc là également, il y a eu également donc, des équipements de transformation, notamment des moulins en mille solaires, des décortiqueurs solaires, parce que pour la plupart donc, des localités donc, qui ont été ciblées, c'était des localités qui étaient dépourvues d'équipements de transformation. Parce que, comme on le sait, donc, la vallée, c'est une zone de production. Maintenant, c'est une zone de production, c'est à travers la production, notamment risicole, que la consommation donc, est déduite. Et pour un peu transformer donc, ce céréal qui doit être cuisiné, donc il y avait un grand effort donc, de la part des femmes qui étaient obligées donc, de faire 3 km donc, pour trouver un moulin à mille ou une décortiqueuse, etc. Donc c'est à travers la planification qu'on a pu déceler ces besoins-là et que le projet a pu appuyer donc, à résorber donc, quelques gaps donc, en termes d'équipement d'allègement. Donc, notamment donc, le besoin demeure jusqu'à présent, mais c'était une phase pilote d'accompagnement dans le cadre du projet 3R. Donc, l'autre solution également qui a été un peu
accompagner dans le cadre du projet 3R, c'est l'acquisition de foyers améliorés également, les fourneaux Djambar, donc qui un peu s'inspire donc de ce qui est en train d'être fait, donc notamment au niveau de la région de Saint-Louis avec le projet RFA, donc en rapport avec ENDA Énergie, on a pu vraiment développer un mécanisme pour permettre aux femmes de REFAN d'acquérir des foyers améliorés et un peu d'organiser un système solidaire donc pour permettre aux femmes donc de pouvoir disposer de ces foyers donc à des coûts un peu subventionnés. Donc maintenant, l'autre accompagnement donc qui un peu s'inscrit par rapport à la présentation donc, de M. Diouf, c'est que dans le cadre du projet 3R également, donc l'étude de base a montré une certaine méconnaissance donc, de l'assurance maladie et une certaine méfiance donc, des femmes donc, par rapport à l'assurance maladie. Là, dans le cadre du projet également, il s'est agi d'accompagner le réseau des femmes vers une adhésion de groupe, mais de développer donc, des mesures incitatives, notamment réfléchir sur un mécanisme de pérennisation donc, de la prime d'assurance, voire même un mécanisme de subvention de cette prime d'assurance pour on peut inciter donc, les femmes à aller donc, vers l'assurance maladie. Maintenant, l'autre solution donc, pour laquelle donc, le projet n'a pas pu intervenir, donc, comme nous le savons, donc, chaque projet a des moyens limités et une période bien déterminée, c'est un peu le besoin qui est lié à la réalisation de structures sanitaires de proximité. Parce que là également, donc, dans le cadre des processus de planification, on voit donc pour la plupart un faible maillage donc, en structures sanitaires, notamment les postes de santé donc de référence. Donc là également, c'est un besoin qui est là. Et peut-être que si la planification arrive à relever ces besoins-là, que peut-être d'autres acteurs viendront en appui aux collectivités. Donc on peut résorber donc, ces gaps en termes d'accès aux services sociaux de base. Merci beaucoup, M. Diop. Je pense qu'il a touché du doigt les vrais travaux domestiques. C'est des solutions qui sont apportées pour les foyers améliorés. Je pense que c'est une réponse à la recherche du bois. Le temps que la femme fait en cherchant du bois pour aller faire la cuisine, il a parlé des unités de transformation de céréales. Je pense que la plus lourde charge pour la femme, c'est de préparer le tchéré le soir. C'est la charge la plus lourde. En tout cas, c'est ce que nous avons vu sur le terrain, c'est d'avoir le mil, chercher le bois, enlever le son d'abord, transformer le mil, en faire un tchéré, et après faire la cuisine. Je pense que donc, si les femmes ont la possibilité d'avoir ces unités de transformation, les foyers améliorés, et tout ça permet de réduire le temps. Maintenant, la question que je voulais poser à M. Diop, quelle est la sensibilité des collectivités territoriales? Parce que ce que nous venons de voir, ce sont les partenaires qui viennent en appui à ces projets-là. Mais en même temps, ce sont des charges qui reviennent aux collectivités territoriales. La commune, le conseil municipal devrait intégrer dans son plan d'investissement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à partir de la planification locale, des infrastructures qui devraient assurer la réduction des travaux domestiques. Est-ce que sur le terrain, vous avez pu travailler à ça? Est-ce qu'il y a des collectivités qui se sont engagées ou bien qui sont dans la bonne dynamique dans ce sens? Merci beaucoup, Mme Ndiaye. Donc, par rapport à l'engagement des collectivités territoriales, donc là, donc à travers donc, la planification, à un moment où le besoin est identifié, donc nous, dans le cadre même de l'expérimentation de ces solutions-là, on a noté que déjà présent, donc les collectivités ont commencé à s'investir donc, pour un peu mettre en place ces solutions-là. Mais pour la plupart, donc il y a eu, je peux prendre l'exemple de Rosbeccio, donc dont l'adjoint au maire est présente. Donc sur 4 structures préscolaires qui ont été ciblées, donc pour être appuyées dans le cadre du projet, on a noté que la commune a pu donc démarcher, donc en rapport avec deux autres acteurs, presque la réhabilitation de 3 structures préscolaires. Donc nous, à ce niveau-là, on a eu, donc, pour un peu combler le gap, à appuyer donc, une seule structure préscolaire. Donc là également, c'est la même dynamique qui est notée au niveau des différentes communes. Donc il y a une bonne dynamique pour un peu résorber ces besoins. Mais le défi, c'est un peu l'amélioration des ressources des collectivités, parce que c'est des collectivités qui ont des ressources un peu limitées
et qui ont également donc, des sages de compétences donc, qui sont un peu élastiques. Donc, c'est des 9 domaines de compétences donc, spécifiques, mais également il y a des compétences générales donc, auxquelles les collectivités sont interpellées donc, de jour en jour. Ce qui fait que l'enveloppe d'investissement donc, qui est souvent accordée ou allouée aux besoins spécifiques des femmes donc, se résume presque à 10% donc, du budget. Donc là, peut-être si l'État et les partenaires d'appui arrivent à augmenter, améliorer donc, les ressources des collectivités, peut-être on peut espérer donc, voir donc, plus d'engagement de la part des collectivités donc, dans l'allègement des travaux domestiques. Merci beaucoup. Donc, l'enjeu aussi, c'est l'amélioration des ressources des collectivités territoriales. Parce que toutes ces infrastructures qui sont citées reviennent au mandat des conseils municipaux. J'espère peut-être qu'il y a des élus au niveau de la salle. Madame Ndeye, vous êtes vice-présidente, vous êtes chargée de défendre les besoins des femmes dans les budgets des collectivités territoriales. J'ai bien envie de lui redonner la parole, mais malheureusement, avec le temps, il y a des personnes qui me regardent dans la salle pour me dire qu'il faut accélérer. Je vais donner quand même la parole à Dr Flaubert. Vous avez entendu au niveau opérationnel comment ça se passe sur le terrain. Nous savons que vous avez fait des recherches, vous aviez fait des analyses. Je pense que Mme Fatou Cissé aussi avait fait une présentation sur la charge des travaux des femmes, surtout par rapport à la garde. Mais on voit qu'il y a des ébauches de solutions qui sont données sur le terrain. Est-ce qu'effectivement ces solutions qui sont données répondent aux recommandations que vous avez eues au niveau de la recherche? Et qu'est-ce que vous donnez comme orientation pour assurer une meilleure prise en charge de tous ces besoins? Merci grandement, Madame la modératrice. Je vais peut-être commencer par un petit rectificatif. En réalité, ce que nous faisons au CRDI, c'est d'appuyer les experts nationaux, tels que Dr Fatou, le professeur Cabral, qui connaissent mieux le contexte. Donc, ce sont eux qui font la recherche sur la base de ce qu'ils voient autour d'eux. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, par rapport à tout ce qui est ressorti ici, je pense qu'on peut faire un constat assez clair, c'est que les besoins sont en train d'augmenter à une vitesse vertigineuse. Et si on s'inscrit dans la logique de la dynamique démographique de notre région, en particulier du Sénégal, on sait que cette tendance va aller en s'accentuant. Maintenant, est-ce que les ressources publiques, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, vont pouvoir suivre? Ce n'est pas garanti. Donc, ce que nous sommes en train de faire au niveau du CRDI, c'est de dire, compte tenu de cette double contrainte, il est clair qu'un acteur fondamental pour résoudre ce problème à grande échelle, c'est le secteur privé. Parce que vous l'avez dit, il y a des solutions qui existent au niveau local. Il y a des travaux qui sont faits qui démontrent ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Donc, le véritable enjeu actuellement, c'est comment passer à l'échelle avec les solutions qui ont été trouvées comme étant efficaces au niveau local et qu'on essaye de reproduire, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale. Donc, l'agenda de recherche tel que nous le percevons, c'est véritablement celui de travailler sur les conditions d'un passage à l'échelle réussie. Et je pense que mon panéliste de gauche tout à l'heure, il a fait allusion à l'importance de la mutualisation des efforts. En termes, je dirais, d'affaires, l'idée finalement, c'est de travailler sur des modèles d'affaires inclusifs, des modèles d'affaires, des nouveaux modèles d'affaires qui permettent de répondre à ces besoins qu'on peut qualifier de besoins sociaux, mais qui présentent néanmoins une opportunité d'affaires, donc pour l'entrepreneur, mais aussi potentiellement pour ces femmes. Parce que lorsqu'on parle d'autonomisation, et j'imagine que ces aspects sont pris en compte dans les différentes initiatives qui ont été présentées, lorsqu'on parle d'autonomisation, l'enjeu, ce n'est pas simplement que les femmes soient bénéficiaires de ces services ou de ces innovations, c'est qu'elles soient également actrices principales de ces innovations. Donc, comment on fait pour que les femmes soient non seulement à l'origine de ces innovations, mais soient également des acteurs fondamentaux dans le passage à l'échelle. Donc, qu'elles ne soient pas seulement
bénéficiaires ou récipiendaires, mais qu'elles soient également promotrices, actrices. Donc, l'agenda sur lequel nous essayons de nous pencher, ne serait-ce que pour les 5 ou 10 prochaines années, c'est véritablement de travailler avec l'expertise locale pour comprendre, dans le contexte des économies de la sous-région, contexte socio-économique, comment faire pour intéresser le secteur privé à reprendre à son compte ces solutions qui sont déjà testées pour passer à l'échelle. Un bon exemple étant celui des garderies. C'est ressorti dans un panel ce matin. La demande est de loin supérieure à l'offre. Donc, ce n'est pas qu'il y a une offre, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'offre. Il y a une offre, il y a des modèles qui fonctionnent. Il s'agit maintenant de travailler sur ces modèles-là pour comprendre, en termes de besoins de financement, quels sont les modèles qui sont les plus appropriés compte tenu du contexte. En termes de capacité d'absorption de financement, est-ce qu'il s'agit de rester à petite échelle, je ne sais pas trop, 2 millions de francs CFA? Serait-il capable d'absorber des financements beaucoup plus substantiels de l'ordre de millions de dollars, tels que ceux qui font ce qu'on appelle le Gender Lens Investing sont prêts à faire? Et s'il n'y a pas cette possibilité d'aligner les besoins de financement locaux sur l'offre de capitaux potentiellement disponibles, comment s'y prendre pour, d'une certaine façon, agréger les besoins de financement pour pouvoir capter ces ressources qui sont disponibles? Parce que c'est aussi ça l'enjeu. Le public n'a pas les ressources, le privé, de façon générale, a les ressources. Comment aller chercher ces ressources du privé? Donc, je vais m'en tenir à cela. Merci beaucoup. Je pense que c'est... Merci. Merci, M. Flaubert. Je pense qu'il a assez résumé ce que nous avons, le constat que nous avons fait ce matin. Et l'enjeu, comme il l'a dit, on sait que la demande est très forte, mais le public seulement ne peut pas prendre en charge toute cette demande. Il faudrait impliquer le secteur privé. Et dans les communautés, il y a le secteur privé. Parce que dans beaucoup de communes au niveau du Sénégal, les industries extractives existent là-bas. Et donc, il faudrait qu'on voit, comme il le recommande, la possibilité d'impliquer le secteur privé pour aller à l'échelle. Tout ce qui est présenté ce matin, c'est des initiatives par-ci, par-là, mais il faudrait d'abord inciter les collectivités territoriales à prendre en charge ces questions, mais un partenariat avec le secteur privé devrait pour permettre de réaliser cette offre qui est insuffisante pour le moment. Et l'autre aspect aussi qu'il a relevé, c'est que l'expertise nationale qui fait la recherche. Je pense que ça, c'est assez important parce que l'expertise nationale qui est là, ça permet d'assurer la pérennité des actions et une meilleure compréhension aussi du contexte. Je pense que, mesdames, messieurs, on a eu droit à beaucoup de propositions. Le temps ne nous permet pas de retracer encore toutes ces recommandations. Je les ai mises par écrit, je vais les rendre. Et l'autre contrainte aussi, je ne suis pas sûre qu'on ait la possibilité de faire un débat ou bien qu'on prenne 2 ou 3 interventions. Si vous avez trop faim, on va donner la parole à Mme Daïgaï. J'ai envie de lui redonner la parole pour qu'elle ait une réaction par rapport à toutes ces solutions qui sont proposées. Est-ce que c'est réaliste? Et est-ce que les femmes sont dans cette dynamique de prendre en charge ces solutions-là? Mme Daïgaï. Il n'y a pas de débat, non? N'est-ce pas? Hein? D'accord. Donc, Mme Daïgaï a le dernier. Merci, Mme Ndiaye. Comme vous le savez, les femmes... En fait, il est 14 heures et je sais que les Sérères et les Diola vont prendre du temps pour manger et il y a d'autres sessions qui vont se réaliser dans l'après-midi. N'est-ce pas? Mme Daïgaï, vous avez le dernier. Merci, Mme Ndiaye. Comme vous le savez, les femmes sont toujours engagées pour mieux faire et se développer. Donc, on prend compte de toutes les recommandations qui ont été faites et on va plaider au niveau des collectivités concernées pour qu'ils participent sur la prise en charge de certaines préoccupations des femmes. Comme on est ensemble, il y a beaucoup d'activités qui sont des activités transférées aux collectivités. Donc, nous allons nous engager à participer et être à côté de l'ARD, les partenaires sociaux, pour permettre de réaliser toutes les activités et les recommandations qui ont été faites
dans cette forum. Je vous remercie. Merci beaucoup et grand merci à nos panélistes. Applaudissez encore, même si vous avez faim. Merci beaucoup et donc, bon appétit.